Merci Roland. Alors, mesdames, messieurs, très difficile pour un petit syndicaliste d'intervenir après un professeur qui a extrêmement démontré la complexité de notre situation administrative et la double complexité, puisque va se poser dessus cette première complexité et une complexité tout aussi complexe qui est la métropole. D'abord, je suis obligé de quelques précautions. Je n'ai pas envie de devenir un fonctionnaire territorial. Je n'ai pas envie d'être sur une liste politique quelconque. Et donc, je me sens libre de dire que nous avons les élus que nous méritons. Quand j'ai dit ça, je suis politiquement correct. Alors après, il faudrait que je vous rappelle que nous sommes allés vers la métropole, je vais le dire, comme nous sommes rentrés en Europe, c'est-à-dire à la façon des crabes. C'est-à-dire que nous sommes allés en reculant. Et si nous avons approché la construction de la métropole, c'est d'abord sur des constats simples et terribles à la fois. C'était que les salariés qui étaient privés d'emploi se trouvaient radiés par Pôle emploi parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à une proposition d'emploi, par exemple, commencer à 6 heures sur Gémenos. Comment faire de Marseille pour aller à Gémenos et arriver à 6 heures quand on n'a pas de voiture? On ne peut pas prendre le transport en commun. Ça n'existe pas. Et cette absence de transport en commun ou cette absence de coordination des transports en commun, qui est patente dans notre département des Bouches-du-Rhône, nous a obligés à nous rapprocher des organisations d'employeurs, CGPME, MEDEF, UPA, UNAPL. Pourquoi nous nous sommes rapprochés des employeurs et nous sommes dans un collectif qui s'appelle Mon entreprise, ma ville? Parce que les politiques ne sont pas dans le même temps économique que nous. Les politiques sont dans un temps politique et nous sommes dans un temps économique. Et pour être entendus, plus ou moins, il a fallu que nous nous rapprochions. Il a fallu que nous nous rapprochions et nous avons posé un constat, et ce constat a été partagé par les organisations syndicales d'employeurs, dans la mesure où ils connaissaient les mêmes effets, même si c'était des effets induits, que ceux que rencontraient les salariés privés d'emploi, les salariés qui avaient des difficultés pour se déplacer, les salariés qui avaient des difficultés pour se loger, les salariés qui avaient des difficultés pour faire garder leurs enfants quand ils avaient des problèmes de décalage dans les horaires par rapport aux crèches notamment, vu l'absence de crèches dans notre département. Ces constats donc étant posés, il fallait trouver des solutions et le collectif, Mon entreprise, ma ville, était une partie des solutions. Au-delà de ça, après la brillante explication du professeur, vous avez bien compris ce qui nous attend. Nous, organisation syndicale de salariés, alors je victime, complice du clientélisme, etc., vouloir rien bouger, rien voir venir, étant incapable d'évoluer, incapable de comprendre, etc., etc. Comment, mesdames, messieurs, voulez-vous qu'on explique à nos camarades territoriaux qu'est-ce qui les attend? Comment va évoluer cette métropole? Comment elle va se situer par rapport au département? Quel avenir? Est-ce que c'est une métropole qui est déjà figée ou est-ce qu'elle va évoluer? Quid de la fusion des régions? Combien restera-t-il de métropoles quand les régions auront fusionné? Est-ce que ce sont des métropoles qui conserveront une identification basée sur un territoire de l'histoire ou est-ce qu'elles vont aller au-delà? Toutes ces questions, aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Il faut quand même, puisque j'ai dit un petit mot pour respecter nos élus, comprendre que nous n'avons, et je l'ai déjà dit, pas le même temps. Quand j'ai commencé à militer dans l'organisation syndicale, il y avait deux constructions qui étaient pendantes et qui s'opposaient politiquement et historiquement. C'était la construction du canal Rennes-Maine-Danube et du canal Rhin-Rhône. Rennes-Maine-Danube, il y a des bateaux qui circulent. Rhin-Rhône, il n'existe toujours pas. Tout cela pour bien montrer que c'est dommage parce que quand j'ai rencontré M. Hérault pour la première fois quand il est venu à Marseille, comme je suis un peu taquin, je lui ai demandé comment allaient les loutres. Alors, il m'a regardé avec des gros yeux. J'ai dit oui, non, mais M. le Premier ministre, les loutres dans le Vienne de Strasbourg qui nous ont coûté la construction des canals Rhin-Rhône, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles se sont reproduites, etc. etc. Bon. Tout cela pour montrer que
nous sommes dans la plaisanterie la plus totale. On ne peut pas reprocher aux organisations syndicales de freiner les quatre fers quand on sait qu'on ne va pas vers où on semble aller et qu'on y va à reculons et que les politiques essaient de nous vendre des salades de toute beauté. La construction de la métropole, on voit avec quelle violence les principaux bénéficiaires, entre parenthèses, qui devraient être les présidents d'intercommunalité et de communalité, ont freiné là-dessus. Parce qu'encore une fois, le temps des politiques, c'est un temps particulier et c'est le temps avec lequel ils essaient de protéger leur élection, leur mandat et, je l'ai dit entre parenthèses, leur travail. Comment ces personnes-là peuvent nous reprocher de faire la même chose? Mais malheureusement, nous sommes conscients de ces difficultés dans la mesure où nous sommes maintenant dans une situation économique extrêmement difficile et on nous demande de nous jeter par la fenêtre dans l'inconnu. Donc il n'est pas question qu'on accepte de faire les choses aussi simplement. Par contre, on veut être associé à la construction d'une nouvelle strate politique dans laquelle on puisse se situer les uns les autres. En aparté, avec monsieur le professeur, discuter, par exemple, même si c'est plus facile, pour un salarié sous statut, de voir un peu une évolution, parce qu'il a au moins, entre parenthèses, la garantie de l'emploi, ces salariés de la collectivité territoriale qui est le conseil général, étant transférés avec les compétences dans la métropole. Alors là, c'est facile parce qu'il a le statut. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'accompagne? Quelle est la construction du statut qui va remplacer le statut qu'il possède? Et là, c'est facile parce qu'encore une fois, de la fonction publique territoriale. Mais rappelez-vous, dans des évolutions mal faites, loupées, avec des conséquences sociales et humaines dramatiques, par exemple, la Poste, on a fait coexister des salariés sous statut avec des salariés de droit privé, en pensant que petit à petit, les salariés sous statut disparaîtraient. Comme ils n'ont pas disparu très vite, on les a aidés à disparaître. Avec un climat social extrêmement tendu, avec énormément de suicides, etc. Vous ne pensez pas que chat échaudé craignant l'eau froide, nous allons accepter facilement de rentrer dans des structures dont nous ne connaissons ni le périmètre, ni l'avenir, ni sur quelles compétences réelles nous aurons à faire des choix. Parce qu'encore une fois, tout évolue très vite, pas forcément dans la transparence par rapport aux organisations syndicales de salariés. Tout cela pour dire qu'encore une fois, évitons de regarder que la partie qui est la plus visible, la partie qui sert à certaines politiques de nous faire passer pour des imbéciles et des sots. Mais regardons la réalité, c'est-à-dire si on veut que les choses avancent dans une période difficile, il faut au moins avoir un consensus. Pour avoir un consensus, il faut avoir la capacité de partager un constat. Le professeur a bien posé les choses. Quelles sont les compétences, quels sont les éléments sur lesquels le salarié et le citoyen peuvent se retrouver? Si les politiques sont capables de parler ce langage de vérité, il sera plus facile de trouver des accords, des consensus et des envies de faire. Si c'est l'inverse, il se passera ce qui s'est passé dans beaucoup d'entreprises publiques qui sont passées du droit privé, c'est qu'il y aura des conflits, on perdra du temps, on perdra de l'argent, mais encore une fois, nous ne sommes pas responsables. Nous serons dans notre capacité de nous opposer à quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous serons dans notre responsabilité de protéger les salariés qui sont toujours dans l'élément, du couple les plus faibles. Tout cela, nous le ferons avec détermination et nous sommes en capacité de le faire. Par contre, ça serait dommage de ne pas se rendre compte que nous avons, entre parenthèses, une certaine expérience, une certaine intelligence pour comprendre. Je vais vous citer un exemple, puisque j'ai vu qu'il y avait le secrétaire général de la RTM. Ça s'est passé en 93-95. Cette grande entreprise avait inventé quelque chose qui était amusant,
entre parenthèses, c'était le double statut. Il y avait des gens qui avaient le statut et des gens qui n'avaient pas le même statut. Les gens qui avaient le statut, qui étaient au début les plus nombreux, ben, se moquaient un petit peu les gens qui n'avaient pas le statut. Et puis petit à petit, pour des histoires de coûts, on a embauché de plus en plus de salariés qui n'avaient pas le même statut, qui faisaient le même travail, mais qui n'avaient pas le même salaire. Et bien, il y a eu un conflit social qui a duré extrêmement longtemps, qui a laissé des traces. Si on reproduit toujours les mêmes choses, ben, il y aura toujours les mêmes choses. Il y aura toujours des conflits qui laisseront des traces. Quand on essaie, encore une fois, de poser des questions simples, problème de transport, qui va décider? Qui aura l'autorité de décider? Problème du logement, qui aura la responsabilité, qui aura le pouvoir de décider? Quand on ne répondra pas à ces questions, on favorisera de l'inquiétude, et l'inquiétude n'est jamais bonne en période de difficulté économique. Quand nous sommes dans des périodes économiques fastes, on peut faire des erreurs, on peut commettre des erreurs. Quand nous sommes dans des périodes économiques extrêmement précaires, il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Encore une fois, je crois à l'intelligence des élus, j'espère que les élus croient à notre intelligence. Je le souhaite, je ne suis pas convaincu, mais je le souhaite sincèrement. Avant de donner la parole au président de la CGPME, presse, avec la permission d'Alain, je voudrais te relancer, d'abord te remercier pour cette intervention très claire, très précise. La question qu'on a envie, en tout cas, que j'ai envie de te poser, en précisant d'abord, moi, à titre personnel, mais ça n'intéresse personne, c'est pour illustrer ce que je vais dire. Je préside les organismes paritaires, pour le moment encore, pour encore un peu de temps, la communauté urbaine. Donc j'ai en face de moi les élus, représentants du personnel, donc représentants des syndicats, puisqu'ils sont présentés sur des listes syndicales. Ce que je viens d'entendre, c'est vous les élus, je ne parle pas de moi, je parle des élus en général. Vous les élus, vous devez nous dire la vérité et vous devez nous proposer des projets pour nous dire où vous voulez nous amener, ce que vous voulez faire. Et tu as illustré en matière de logement, comment je vais circuler, comment je vais avoir des transports, comment je vais me loger, etc. C'est des questions que pose la nouvelle structure, la nouvelle strate, comme tu l'as dit. Mais moi, je vais plus loin pour les syndicats parce que j'ai une meilleure encore opinion des syndicats et de ce syndicat que tu représentes. C'est est-ce que vous avez aussi la capacité, je pense que vous l'avez, j'ai demandé d'ailleurs pour que les choses soient claires, j'ai demandé à la communauté urbaine, au-delà du comité technique paritaire pour ceux qui connaissent ces choses, que les agents, que les salariés, que les fonctionnaires soient partie prenante. Et ma vision à moi, c'est que les syndicats ne sont pas uniquement là pour défendre les légitimes revendications de leurs fonctionnaires, de leurs salariés, mais qui peuvent être, comme l'on dit, force de proposition, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence collective que vous portez, que vous avez, et l'expérience, vous pouvez aussi ne pas vous limiter et aider les politiques à accoucher de ce qui sera bon et bien pour la métropole. Est-ce que tu veux répondre à cette question un peu provocatrice? Je le reconnais. Je ne serai jamais la sage femme ou le sage homme qui aidera à accoucher là-dessus. Je te donne un exemple, et je suis content qu'Alain Gargani soit là, puisqu'on a fait la même démarche. Quand on a pris la construction, la lutte sur les différents projets qui concernaient le trajet de la ligne à grande vitesse, on s'est rendu compte que le trajet évitait les métropoles, et on s'est rendu compte, là encore, les conséquences négatives que ça allait porter en matière d'emploi. Alors c'est pas facile, quand on est Marseillais, même FO, de convaincre les FO du Var, les FO des Alpes-Maritimes, etc. Comme c'est pas facile pour la CGPME des Bouches-du-Rhône de convaincre la CGPME du Var, etc., etc. Mais on a accepté les uns les autres de faire le travail dans nos organisations respectives. Et on est arrivé à dégager un consensus sur le trajet des métropoles. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Patatras, les politiques ont dit il n'y a plus d'argent, on ne le fait plus, on fera autre chose, etc. etc. Bon. Donc moi, accoucher, d'accord, mais là c'est pas 9 mois, c'est quelques années, quelques dizaines d'années. Encore une fois, les organisations syndicales sont prêtes à s'investir pour construire les choses. À partir du moment où on prend en compte leur avis et qu'on essaie de partager le même constat. Si on ne partage pas le même constat, il
ne faudra pas compter sur nous. Parce qu'encore une fois, on ne veut être, je parle pour une organisation, les supplétifs de personne. Alors c'est sûr que ça fait marronner certains candidats, et je ne citerai pas lesquels, qui nous renvoient à plein de choses aimables dans la figure. Mais ça, notre organisation a la capacité de riposter à toutes les petites et mesquineries. Tout ce qui ne se fait pas à un moment se fera plus tard. Alors oui, il y a un véritable travail. Oui, d'abord à la volonté de partager le constat. Et honnêtement, quand on écoute M. Ricci d'avoir fait cette présentation, on voit de suite là où ça blesse. Et là où ça blesse, j'allais dire en priorité, ça ne blesse pas du côté des salariés. Ça blesse du côté des élus, du nombre d'élus. Et quand on dit nombre d'élus, c'est nombre de chauffeurs, nombre de secrétaires, et ceci, et ceci, et cela. Encore une fois, ce n'est pas un procès d'intention aux élus. Parce que, je le répète, les élus ont fait le choix, et si je prétends faire mieux, j'avais qu'à représenter ce que je ne ferai pas. Donc, à partir de ce moment-là, où les premiers doivent admettre qu'il y a des renoncements à annoncer, parce qu'encore une fois, dans une entreprise, pour que ça marche, l'employeur, si c'est un bon employeur, ne va pas commencer à dire aux salariés, je vais vous réduire, vous n'aurez plus de 13e mois, vous n'avez plus de prime d'ancienneté, etc., etc. Il va essayer d'expliquer, de faire partager le constat d'une situation économique. Il va arriver en disant, voilà, on a réduit le train de vie de la direction de l'entreprise, etc., etc. Et quand ça se passe comme ça, les salariés sont pas sots, ils ont bien compris où ils vont aller. Et si vous avez remarqué un désaccord le plus important qui existait, c'est au niveau des automobiles Peugeot et Citroën, où notre organisation syndicale a accepté des baisses de salaire et de la mobilité. C'est-à-dire quand l'enjeu est partagé, quand le constat est partagé, on peut trouver des solutions. Voilà.